Je m'appelle Pierre Bayard, je suis professeur d'université en littérature française, maintenant à la retraite, psychanalyste. Et je travaille sur la théorie littéraire, mais aussi sur les meurtres de masse, et beaucoup avec ma complice, Soko Faye. Je suis professeur d'université en histoire et théorie de l'art à l'université Paris 8. Et actuellement, je suis en délégation CNRS au CRAL, c'est-à-dire au Centre de recherche sur les arts et le langage à l'EHESS. Ce programme au Forum des images me touche particulièrement puisque je suis d'origine cambodgienne. Je suis née au Cambodge, j'ai quitté le Cambodge quand j'avais 6 ans. Je suis arrivée en France à 7 ans, après avoir passé une année dans un camp de réfugiés à la frontière thaïlandaise. Si je suis autant engagée dans le travail de la mémoire, c'est aussi pour mieux comprendre la transmission qui a été faite ou qui n'a pas été faite de la génération d'avant et à la génération d'après. Ce que je peux ajouter, c'est que notre travail en commun, qui date maintenant d'au moins 20 ans, ne porte pas exclusivement sur ce génocide-ci, mais d'une manière plus générale sur les meurtres de masse, en particulier dans une perspective qui intègre les deux disciplines dont nous sommes spécialistes, à savoir la littérature et l'art. Oui, pour nous, le rôle de l'art et de la littérature est très important, notamment pour le Cambodge, puisque les artistes ont été un peu les avant-gardes de la mémoire, c'est-à-dire avant même la mise en place des procès pour juger les hauts responsables Khmer Rouge. Ce sont d'abord les artistes, et je pense en particulier à Van Nat, qui a fait un travail de témoignage à travers ses dessins et ses peintures, qui sont notamment exposés au musée du génocide, le musée de Tuol Sleng, qui est un ancien lieu de S21, qui est un centre d'exécution sous les Khmer Rouges. Et je pense aussi au travail de Retipan. Très tôt, dès 1991, il a monté des films, créé des films pour justement nous donner à réfléchir sur ce passé douloureux. Pierre et moi, nous avons, ça fait, oui, comme tu disais, que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Nous avons monté ensemble des ateliers de la mémoire au Rwanda, au Cambodge. Nous avons organisé des colloques, des expositions, mais aussi nous avons écrit ensemble, co-dirigé des livres ensemble, et je pense en particulier Cambodge, le génocide effacé, ou la publication en 2022, Rwanda, l'atelier de la mémoire, des archives à la création. Avec toujours donc ce point commun d'une réflexion sur les meurtres de masse et les génocides menée à partir de la littérature et de l'art. C'est-à-dire nous pensons qu'il n'y a pas que les historiennes et les historiens qui ont droit de parler des meurtres de masse et des génocides, même si leur rapport est considérable, mais que les universitaires qui réfléchissent sur la littérature et l'art peuvent aussi apporter quelque chose. Dans la mesure où très souvent, ce sont les écrivains, les écrivaines et les artistes qui font connaître ces meurtres de masse et génocides. On peut penser à Shoah de Lanzmann, qui a beaucoup fait pour faire connaître l'extermination des Juifs d'Europe. Nous avons choisi comme titre pour l'ensemble de ces manifestations « Qui se souvient du génocide cambodgien ?» avec cette idée de mettre en évidence d'abord qu'il y a eu un véritable génocide au Cambodge, et d'autre part que ce génocide est largement oblitéré dans l'histoire par rapport à d'autres grandes exterminations du XXe siècle. Alors, y a-t-il un problème avec le génocide cambodgien? Je serais tenté de dire qu'il y en a trois. Il y a d'une part un problème historique dans la mesure où il est relativement effacé par rapport à d'autres grands génocides du XXe siècle. Il y a un problème juridique aussi qui peut se détailler à deux niveaux. D'abord, très peu de responsables ont été traînés devant la justice, à savoir 5. Et là, on peut comparer avec le génocide des Tutsis, où des centaines de milliers de personnes ont dû rendre compte de leurs crimes devant des tribunaux. L'autre aspect du problème de la dénomination juridique, c'est la question du génocide. Le génocide cambodgien, pendant très longtemps, n'a pas été reconnu comme tel, et il a été récemment, en 2018, mais à propos de deux catégories, les Cham et les Vietnamiens. Alors que nous considérons qu'il y a eu un génocide, et d'ailleurs, si l'on se situe dans le cadre du droit pénal français, il y a génocide, puisqu'il y a un groupe arbitraire qui a été ciblé en vue de l'extermination. Simplement, dans la Convention de 1948, qui définit le génocide, ne figure pas le type de population qui a été ciblée par les Khmer Rouges, puisque seuls sont visés les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Et donc il y a une réflexion à mener à la frontière du juridique et du philosophique sur cette question de savoir ce qu'est un génocide. Pour notre part, il y a bien un génocide
au Cambodge, indépendamment de la question des Cham et des Vietnamiens. Oui, pour compléter sur cette dénomination, les catégories que les Khmers rouges ont inventées, il y en a 3. Donc les déchus, qui est avant tout politique, c'est-à-dire les opposants des Khmers rouges, c'est-à-dire ceux qui ont participé au gouvernement de Lon Nol, les responsables religieux, catholiques, bouddhistes, les grands propriétaires terriens, donc on peut retrouver pour des raisons politiques. Ensuite, les Khmers rouges ont inventé 2 catégories, le peuple nouveau et le peuple ancien. Le peuple nouveau sont constitués principalement de citadins, c'est-à-dire ces fameuses déportations de toutes les 2 millions de personnes de Phnom Penh, mais pas seulement. Toutes les villes au Cambodge ont été touchées par les déportations. Puis il y a eu des déportations successives durant les presque 4 ans sous le régime Khmer rouge. Et donc le peuple nouveau n'a pas les mêmes droits. Ce sont entre guillemets des sous-humains qui sont exploités, réduits en esclavage, sous-alimentés. Et donc la plupart de ceux qui sont morts sont issus de cette catégorie de peuple nouveau. En revanche, le peuple ancien, ce sont les paysans, mais aussi des zones qui étaient déjà, entre guillemets, libérées par les Khmers rouges au tout début des années 70. Donc ces 2 catégories qui sont complètement inventées. Si on regarde justement la question de la loi française sur la dénomination génocide, on rentre bien dans cette fabrication de catégories arbitraires. C'est-à-dire que dans le regard des bourreaux, il y a ceux qui sont purs, qui méritent de vivre, et ceux qui doivent être rééduqués, quitte à les faire mourir ou à les éliminer. Pour prendre un exemple du délire des Khmers rouges dans la catégorisation des gens, dans la constitution de groupes à exterminer, vous aviez une sorte de sous-groupe qui était les personnes portant des lunettes. Parce que si vous portez des lunettes, c'est que vous êtes un ou une intellectuelle, et donc vous appartenez au nouveau peuple qu'il s'agit d'exterminer. Pour revenir un peu en arrière par rapport au titre, ce titre est trouvé par Pierre, que je trouve que c'est un titre très juste parce que c'est une question qui nous interpelle tous. Donc il pose aussi la question de l'oubli, et au Cambodge, l'oubli, je dirais, est un oubli forcé ou institutionnalisé au nom de la réconciliation nationale, c'est-à-dire pendant 30 ans, les Khmers rouges sont libres de leur mouvement, ils sont toujours là au Cambodge, donc certains sont encore vivants, puisqu'il n'y a eu que 3 condamnations, Duc, le directeur de S21, Nuon Thier, qui est le frère numéro 2, qui est l'idéologue, et Khieu Samphan, qui était le président du Kampuchea démocratique, qui est le nom sous lequel le Parti communiste cambodgien a gouverné. Donc il y a eu cette impunité envers les hauts responsables Khmers rouges, mais il faut savoir aussi que dans les livres d'histoire cambodgiens, on ne parlait pas de S21, on ne parlait pas des 2 millions de morts. Il a fallu attendre 2009, c'est-à-dire grosso modo à partir de la mise en place des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour juger ces hauts responsables, pour qu'il y ait une place dédiée dans les livres d'histoire, notamment des livres pour des lycéens, où on parle enfin de ce passé douloureux. Par ailleurs, quand on regarde même le livre scolaire en France, le livre pour les 3e, qui doit traiter normalement l'histoire du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, pas un seul mot n'est dédié aux crimes commis par les Khmers rouges. Et puis aujourd'hui, c'est un enjeu très important, puisque au Cambodge, il y a un travail c'est-à-dire il y a une forme de réécriture de l'histoire, notamment favorisée par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, il y a un mois, je suis allée au Cambodge et on a sillonné avec une équipe une grande partie du Cambodge pour voir les traces des Khmers rouges 50 ans après. Nous sommes rendus à Long Veng, qui est au nord du Cambodge, qui est l'ancien bastion des Khmers rouges. Et dans les derniers lieux de vie de Pol Pot et de ses hommes, eh bien, on a des panneaux avec présenté Pol Pot en très grand, mais en grand-père, Utamok le boucher riant aux éclats, présenté Khieu Samphan
ils nous tirent comme des héros qui ont perdu la guerre. C'est-à-dire que dans la réécriture de l'histoire, il y a eu les vainqueurs et les vaincus, et on ne parle pas qu'ils ont mis en place toute une machine de mort et la destruction, l'élimination de 2 millions de personnes. Peut-être préciser à propos de cette commémoration que le 17 avril, c'est l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh, mais c'est simultanément l'évacuation de tous les habitants de la capitale et de tous les habitants des grandes villes du Cambodge. Donc c'est le début d'une extermination qui va se faire par cette évacuation. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les personnes âgées que les gens qui sont dans les hôpitaux, etc. Pour organiser notre manifestation qui se souvient du génocide cambodgien avec l'équipe du Forum des images, nous avons proposé, je dirais, une filmographie qui tient compte à la fois des artistes comme Retipan, de la première génération, qui a vécu sous les Khmers rouges, qui a traversé les années Khmers rouges, qui nous donne à voir l'appareil génocidaire à travers les films comme S21, La machine de mort Khmer rouge, ou encore Bopana, une tragédie cambodgienne, ou Douk, le maître des forges de l'enfer. Nous avons aussi, avec Retipan, une entrée sur le jeu autobiographique, parce qu'à partir de l'image manquante, où c'est la première fois, il va revenir sur son propre vécu, sur sa propre traversée des années Khmers rouges, parler de la mort des siens, notamment de ses parents. Donc c'est à la fois marqué sur son expérience en tant que survivant, en tant que témoin survivant, pour partager son expérience du génocide, parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, les Khmers rouges leur donnaient à récupérer les morts des hôpitaux pour les enterrer. Et puis aussi, une troisième entrée de la filmographie de Retipan, ce sont les années après les Khmers rouges, c'est-à-dire les conséquences dans la vie des Cambodgiens, et je pense en particulier au documentaire « Le papier ne peut pas envelopper la braise » qui parle de ces prostituées qui sont des laissés pour compte de la société cambodgienne. Et puis quand on voit le film, on comprend que l'arrière-fond, la tragédie derrière ces vies-là, ce sont justement des vies brisées de leurs parents qui sont déracinés, qui ont perdu tous les points de repère. Il y a une autre entrée aussi des films de la génération de la post-mémoire cambodgienne, c'est-à-dire des réalisateurs cambodgiens qui sont nés après les Khmers rouges, soit au Cambodge, soit en France, aux États-Unis, c'est-à-dire des artistes de la deuxième génération de la diaspora. Et ces artistes interrogent, je dirais, l'histoire collective qui a un impact avec leur histoire personnelle. Notamment, je pense à Roshan Sadnatar qui, elle, avec sa mère, ont traversé les années Khmers rouges et qui a eu l'opportunité inouïe de rencontrer Khieu Samphan et de se confronter à cet ancien Khmer rouge, ce haut responsable Khmer rouge. Donc c'est un travail de la mémoire et une interrogation sur l'histoire collective. Il y a des films, notamment je pense à Carlisso, qui interroge justement la filiation, hein, le lien par rapport à ce territoire perdu. Je pense aussi à Jenny Tang dans Tour d'exil, où elle interroge ses parents sur leur parcours, comment ils sont arrivés en France, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et on se rend compte qu'à travers ce questionnement qu'elle a vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses parents, on comprend que le deuil est impossible, qu'ils sont les gardiens des disparus, des fantômes. Et elle-même, Jenny Tang, à travers son film, elle est la gardienne de la gardienne des morts. Voilà, donc, et enfin, le troisième entrée de cette construction filmographique, c'est le regard extérieur par des cinéastes occidentaux qui interrogent l'histoire du Cambodge. Et je pense à Pirodzi, si je ne me trompe pas sur son nom, notamment son film Don't Think I Have Forgotten, qui interroge justement sur les chanteurs disparus sous les Khmers rouges, la perte de cette mémoire collective des chansons cambodgiennes, parce qu'il faut savoir que sous les Khmers rouges, il était interdit de chanter une chanson de Sin Si Samot, de chanter des chants d'avant
l'année 0, avant 75, parce que c'est imprégné de l'impérialisme, de la bourgeoisie, et des vieilleries, etc. Une notion très importante pour nous qui a guidé notre travail depuis des années, c'est la notion de post-mémoire. Elle renvoie au fait que ne sont pas seulement affectés par un traumatisme une génération, mais aussi les générations suivantes. Il était intéressant pour nous de confronter, dans le cadre de ce festival, l'œuvre de Ritipan, qui domine complètement la première génération, c'est une sorte de landsman du génocide cambodgien, avec les œuvres de la génération suivante, des jeunes cinéastes qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas connu le génocide, mais qui ressentent quand même, dans leur famille, dans leur esprit, dans leurs œuvres, la présence du génocide de la génération précédente.